Nouvel épisode de Canapé Club. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Pascal Cloutier, qui est directeur exclusivité web et fabrique 1840 chez Simons. Donc, un parcours palpitant, puis on a fait beaucoup de parallèles entre la mode et le design d'intérieur. Je vous invite à écouter cet épisode. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Bonjour Pascal Cloutier. Bonjour Azélie. Merci. Il va s'appeler par mon nom de famille. Merci d'être ici. Pour vrai, je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Puis je sentais que c'était comme un peu... je sais pas trop ce que je vais aller faire là, mais ça me tente de l'essayer. Good. Ça me fait plaisir d'être là. C'était-tu ça l'impression? J'ai-tu... Oui, vraiment. OK. Vraiment. Puis moi, je suis quand même relativement nouveau dans le domaine de la décoration, de l'ameublement, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, puis je pense que tu es un passionné. Je suis passionné, oui, je suis vraiment passionné de ce que je fais. Tu n'es pas nécessairement un visage public. Moi, je sais t'es qui, je sais ce que tu fais. On a collaboré ensemble avec Fabrique 1840 dans le canapé à 2 reprises maintenant. Oui. Mais j'aimerais ça, pour le bénéfice de tout le monde, que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, puis peut-être pour commencer, nous nommer ton rôle exactement présentement chez Simons, dans le fond. Présentement chez Simons, je suis directeur des exclusivités web et Fabrique 1840. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, les exclusivités En web? fait, les exclusivités web, je vais expliquer ça très brièvement, mais c'est important que je l'explique bien parce qu'il y a un peu de confusion autour de ça. C'est que chez Simons, tout ce qu'on retrouve en magasin se retrouve sur le web. Le web, pour nous, est un magasin puissant. C'est quand même une très, très grosse partie de notre clientèle qui magasine sur le web, surtout depuis le COVID. Il y a eu une accélération marquée. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qu'il y a sur le web, mais qui n'est pas en magasin web. Donc, c'est les exclusivités web. C'est des produits qu'on retrouve seulement sur le web. Fait que ça ne donne rien de venir en magasin pour ces produits-là. Sont pas là. Puis j'ai une Moi, question. c'est sur le web. J'ai une question. Exclusivité web ne veut pas dire exclusif à Simon, par contre. Non. C'est ça. Ça peut être en vente ailleurs. Absolument. J'ai pas l'exclusivité de tous les produits vendus en exclusivité web. On a plusieurs, mais je peux pas dire qu'on est exclusif avec tous les produits en exclusivité web. Je comprends. Fait que ce qui est sur le web, qui est écrit exclusivité web, va pas en boutique pour l'acheter, il sera pas là. Non. Et je dois dire que présentement, le programme existe depuis seulement quelques années et il y a un peu de confusion quand même. Des fois, le client va le voir sur le site web. On le sait, on ne lit pas beaucoup les modes d'emploi. On est ce genre-là d'aller rapidement aux conclusions. On va voir sur le site web des produits. On va dire, je prends connaissance sur le site, je vais aller en magasin pour le voir de plus près. Malheureusement, ce qui est en exclusivité web n'est pas en magasin. C'est clair et net. Fait que tu peux pas venir le toucher, là. Non. Éventuellement, on a un projet de faire des endroits spécifiques, des petits coins découvertes en magasin. On est sur un projet qui risque de se concrétiser en 2026, où on aurait 5 endroits en magasin, dans des magasins clés dans notre chaîne. Là, on est d'un océan à l'autre maintenant. Donc, on va avoir des petits espaces découvertes avec une rotation de thèmes et de différents produits. C'est dans nos projets pour pouvoir faire le lien entre le web et l'expérience magasin. Puis Fabrique 1840, qui est carrément autre chose, dans le sens que Fabrique 1840, on pourra y revenir, mais c'est pour... c'est une espèce de plateforme qui met de l'avant des artisans québécois et canadiens. Encore là, les produits ne sont pas disponibles en boutique, c'est uniquement sur le site de Simons. Exactement. C'est c'est le même concept. Donc, nous, le but de Fabrique 1840, en gros, c'est qu'il y a beaucoup de talent au Canada. Nous, on représente chez Simons du talent mondial. On a des bureaux en Italie, en France, en Corée du Sud, puis en Chine. On voyage, on est une équipe au-dessus de 50 acheteurs qui voyagent partout dans le monde. On amène le monde vers le Québec, le Canada. Mais M. Simons, à l'époque, quand il est parti, Fabrique 1840, c'était important pour lui de faire la lumière sur le talent canadien. Québécois, canadiens. Donc, et souvent, les artisans, leur plus grand défi, c'est de se mettre en marché. Se faire voir. Se faire voir. Ouais. Et je vais en parler tantôt, mais on a
au-dessus de 150 millions de visites annuellement sur notre site. Donc, on a un trafic monstre. Incluant vêtements, fabriques, maison. Oui, le client tout ça, là. Simons, Ouais. il vient sur le site web. Donc, on peut vraiment mettre C'est de majeur. l'avant. C'est majeur comme Ouais. trafic. On est dans les sites de retail les plus puissants au pays. Donc, pour un artisan, avoir cette visibilité-là d'un océan à l'autre, C'est c'est incroyable. pas juste local, la petite boutique ou les petits magasins où ces points de vente ils vont être distribués. On peut vendre vraiment de Halifax à Tofino. On a des clients dans écoute, le nord du Québec, dans le nord du Canada. Canapé est sur Fabrique 1840, notre magazine. Puis les seules ventes qu'on fait qui sont au-delà de Québec se font via Simons. Oui. Dans le reste du Canada, c'est super intéressant. Puis c'est vraiment un outil qui est assez incroyable pour nous autres. T'sais. Oui, c'est une visibilité. Puis on a au-delà, on a toutes sortes d'artisans. On a des artisans où il y a un petit peu... c'est des produits un peu plus volume, bien pricés. On a des produits aussi quand même assez dispendieux. On a des artisans qui ont beaucoup de travail en arrière des produits. Les prix peuvent monter. On le sait, c'est fait à la main, en petite quantité. Ça justifie le prix. Ça justifie le prix. Donc, c'est ça. Ça peut leur donner une belle visibilité à grandeur du pays sans avoir à trop travailler sur le marketing. Je ne sais pas si c'est le nombre d'artisans, parce que veux pas, en faisant ce que je fais dans la vie, je côtoie quand même plusieurs artisans, puis le nombre de personnes qui m'approchent me disent « Hey, toi, t'es plugué hein, chez Simon, t'es plugué chez 18 Fabrique 40, es-tu capable de nous mettre en contact? » Tu sais, c'est précieux. Oui, c'est précieux. Puis c'est bon que tu en parles parce que je dois dire que dans notre travail, c'est un travail vraiment... je me sens privilégié de travailler dans ce département-là, entre autres, avec les artisans. Mais un des aspects les plus difficiles de notre travail, c'est d'être obligé de refuser certains artisans. J'imagine. Il y a différents... On peut en reparler tantôt, mais il y a différents marketplaces, parce que c'est un marketplace à quelque part qu'on fait chez Simons. Mais à la différence de presque tous les autres marketplaces, nous, on est un curated marketplace, c'est-à-dire qu'on choisit les marques avec lesquelles on travaille et on choisit aussi les produits dans chacune des marques avec lesquelles on travaille. Si on compare avec Amazon, avec Wayfair, avec Etsy, il n'y a pas de sélection qui est faite. Eux autres, ils prennent tous les fournisseurs et ils prennent tous les produits. Donc, c'est quoi la raison? C'est un autre modèle d'affaires. C'est qu'il y a des... Tu sais, en business, tu peux décider d'être le plus grand, le plus gros, la plus grande destination. Nous, on a décidé d'être le meilleur. C'est ça. Donc, c'est pas la quantité, nous, c'est vraiment la qualité de l'assortiment. Et ça reflète, notre département reflète vraiment ce que Simons a toujours su bien faire. Oui. C'est d'avoir le plus bel assortiment. C'est pas d'avoir tout. Tu sais, nous, on peut voir certaines tendances des fois ou certains fournisseurs très puissants. Si nous, l'esthétique ne colle pas, on n'embarque pas. De toute façon, vous perderiez de cette aura-là que dégage Fabrique 1840 si vous commenciez à tout vendre. Absolument. Puis il y a beaucoup d'artisans, des fois, qui sont dans un processus, sont dans un cheminement. Ils sont pas rendus là. Ouais. Fait que souvent, c'est pas non, c'est... On se reparle l'année prochaine. Reviens cogner Exactement. dans un an. Exactement. Puis si on revient à toi plus personnellement, parce que oui, Simons, mais Pascal Cloutier, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, premièrement, à travailler chez Simons? Parce que ça fait une éternité là, que tu es là. Oui. Pour faire une histoire courte, c'est une longue histoire, parce que ça fait presque 30 ans que je travaille pour Simons. Mais quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez Simons quand j'étais aux études, de 17 à 21 ans. J'ai fait connaissance avec la mode, avec des passionnés, avec des différentes personnes de chez Simons, dont M. Simons, Peter Simons, Richard Simons, Hugues Gosselin, qui est un pilier aussi dans l'entreprise, puis plusieurs autres personnes. Donc, on m'a transmis cette passion-là quand j'étais TQ. Et après ça, j'ai quitté, j'ai fait d'autres choses, j'ai continué mes études. Je suis allé à Montréal étudier en mode. Et en sortant de mon... C'était une technique en mode. Je m'en allais à l'université. J'ai parti comme ça un petit projet d'été avec mon ex-conjointe, la mère de mes enfants. On a parti...
Au départ, c'était un projet de faire des bracelets, des colliers, mais à l'époque, il y avait comme, c'est drôle à dire, il y avait un trend où ce que les gens portaient ça, mais tout le monde faisait la même affaire. Ouais. Puis c'était souvent de l'importation de Thaïlande, de Chine, en bambou. Rien de C'était local. cheap, rien de local. Nous, on s'est dit, on va faire quelque chose de différent. On va acheter des beads d'un peu partout dans le monde. Japon, Afrique, Tchécoslovaquie. On s'est mis à faire des collections, puis on est allé au Tam Tam, puis on a essayé ça. Puis ça a été instantané. Mais là, je te coupe 2 secondes. Oui. Parce qu'en fait, toi, tu as commencé un cours en mode, tu voulais être designer, finalement. Tu voulais créer. Mais Oui. Yolande, ton professeur... Oh, t'es Hein? informé. Oui, je t'ai informé. Yolande, elle t'a convaincu que toi, tu devais t'en aller en commercialisation. Oui, parce que, puis c'est drôle en fait, tu es très bien informé. Ouais. J'étais rentré en design de mode Ouais. parce que j'ai quand même un esprit créatif. Mais elle me voyait aller, elle me voyait que je voulais brasser, je Ouais. voulais faire du business. Puis elle m'a dit, moi, puis Yolande m'a conseillé, puis j'ai 2 autres profs aussi qui m'ont parlé, puis qui m'ont dit la même chose. Fait que ça sortait pas de nulle part. Ils sentaient vraiment que je devais faire un changement. Donc, dans la même année, au bout de 3 semaines, j'ai changé de programme et je suis allé en commercialisation. Parce que j'écoutais une entrevue, puis l'exemple qu'elle donnait, je sais pas si c'était Yolande, puis je parle comme si je la connaissais, mais je la connais pas du tout, là, mais elle disait, Marie Saint-Pierre Oui, n'a jamais Oui. étudié oui. en design. Elle m'avait dit la même chose. Oui, puis c'est une créatrice pareille. Absolument. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de savoir faire des patrons ou d'assembler des morceaux à machine à coudre pour être un designer. Pour être un créateur. Si, tu peux faire comme Marie Saint-Pierre, elle m'avait donné cet exemple-là. Et c'est un des meilleurs conseils que j'ai eus dans ma carrière. Yolande m'a beaucoup aidé à prendre le meilleur. T'orienter. Oui, oui. Puis c'est drôle parce que finalement, on va en parler tantôt, mais mon cheminement chez Simon, j'ai été aussi beaucoup dans la création et j'ai jamais fait mon cours en design. Puis, mais reste que quand tu as fini l'école puis tu t'es lancé en affaires avec ton ex-conjointe, tu étais dans la création. Oui. Et là, moi, j'ai su ça parce que je faisais des recherches pour notre rencontre. Puis, je suis allée, je pense que c'est sur LinkedIn que j'ai trouvé ça. En tout cas, je suis allée fouiner un peu partout en tapant Pascal Cloutier dans Google. Puis, et là, je capotais parce que c'est Uranium, la compagnie que tu as lancée. Exact. Mais moi, je t'ai fait vivre, là. Je sais pas si tu sais, là. Moi, j'ai été une de tes bonnes clientes pendant des années. On capotait toutes là-dessus, là. Je les ai portés, les boucles d'oreilles, là, parce que tu parlais de bracelets, mais c'était pas juste des bracelets. On a fait beaucoup, il y a eu beaucoup d'étapes. On a commencé par des colliers, bracelets. Après ça, on a évolué dans des boucles d'oreilles. Je veux dire, on a fait des t-shirts, on a fait, vêtements, on a fait des ceintures en cuir rasta. Dans le temps, c'était ça la mode. On sortait c'était grunge, punk. Donc, on avait beaucoup de produits aussi studés en cuir. Mais on achetait nos vêtements chez DLX. Vous étiez en vente chez DLX, chez Sport Select à l'époque, à Québec, en tout cas. Là. Oui. Écoute, on avait... moi, j'ai fait ça 2 ans seulement. Et au bout de 2 ans, on avait 140 points de vente au Canada, de Halifax jusqu'à Showcase à Whistler. T'as vendu? Hein? T'as vendu Uranium? Non. En fait, en 2000... moi, à un moment donné, pour être franc, notre compagnie allait très, très bien. Puis moi, j'étais dans un marché snow, skate, surf. Ouais. Puis je vendais aussi dans des boutiques très mode, genre Juan et Juanita, Arithmétique à Montréal. Ça marchait très fort, mais il y a des chaînes de magasins comme Simons qui m'ont approché. Donc, plutôt que de vendre une ligne qui s'adressait plus aux jeunes dans les skate shops, moi, je faisais des private labels. J'ai créé des collections privées pour des chaînes de magasins, dont Simon. Simon, c'était de loin mon plus gros client en termes de collections privées. Et un jour, l'acheteuse avec qui je travaillais m'a dit, écoute, on cherche un acheteur depuis 2 ans. On a fait des dizaines d'entrevues, puis on cherche un profil et elle dit, je pense que c'est toi. Donc, moi, ça m'a bouleversé. J'avais une amour pour Simons depuis très longtemps. J'étais en affaires, ça allait extrêmement bien, mais... T'as fait le move. J'ai parlé à ma conjointe. On était... être en affaires avec son conjoint, sa conjointe, ça doit pas être ses évident. défis. Oh, c'est pas évident. Donc, on a vu une opportunité de continuer la business. Donc, j'ai laissé l'entreprise à Annie Bédard, qui a continué pendant une dizaine d'années suite à ça. Fait que moi, en 2000, j'ai quitté Uranium et je suis rentré en 2000. Je suis revenu aux achats, en fait, en 2000.
Puis, disons que tu nous fais un portrait de ton parcours chez Simons, ça ressemble à quoi? C'est 25 ans qui paraît long, mais ça a déboulé très rapidement. Mais moi, je suis rentré dans le département des pantalons pour hommes, pantalons et shorts pour hommes. Fait que tu étais un acheteur pour pantalons et shorts. Oui. Il y a quelqu'un qui est dédié à faire ça. Oui, parce que chez Simons, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est un environnement de découverte où il y a plein de collections mixées, mais ça reste un department store. Puis un department store, c'est tu as des commodités par département. Et si tu cherches des bas, je te mets au défi de ne pas trouver des bas chez Simons. Mais tu as raison. Si tu cherches des pantalons, je veux dire, on a des dress pants, on a des pantalons sport, puis on a des jeans. Je vous mets au défi de ne pas trouver. C'est ça le concept de Simon au final? C'est ça. C'est un department store, mais à travers ça, on a des espaces découvertes. Parce que si c'était juste department store, ça serait square, ça serait un peu plate. Ça serait boring. Alors, il faut qu'on vienne mettre un peu un peu d'émotion, puis de mix. On mixe des brands à travers tout ça. Donc, mais c'est basé vraiment sur un department store. Donc, l'acheteur a une des classes et devient spécialiste de ces classes. Ouais. Donc, quand on arrive chez le fournisseur puis on voit les produits, on connaît tous les produits. Parce que, premièrement, on est des acheteurs, mais deuxièmement, aussi, on est des créateurs. C'est ça que je disais tantôt. On a beaucoup de marques privées chez Simons et quand on travaille aux achats, presque tous les acheteurs font du développement private label. Marque privée, c'est que tu finis par acheter une marque puis elle t'appartient? Non, c'est qu'on développe une marque de A à Z. Okay. Donc, le processus commence par les tendances. Fait qu'on est abonné à une multitude de sites web et bon, il y avait des magazines, beaucoup aussi. On est encore abonné à beaucoup de magazines. Des sites comme WGSN, qui est la Bible des tendances mondiales, référence mondiale. Donc, il y a un processus de recherche, premièrement, des tendances. Il faut dire aussi que les 50 et plus acheteurs chez Simons voyagent d'une manière démesurée. Moi, je faisais entre 35 et 40 voyages par année. Donc, autant on va aller aux États-Unis, on va aller en Europe, je veux dire Italie, Espagne, France, Danemark, Suède. J'allais 2 fois par année au Japon et en Corée. Tout ça pour de l'inspiration. Après ça, on va, comme moi j'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait la Fashion Week à Paris puis à Milan. Donc, on part 10 jours, on est à Milan puis à Paris. Tu fais que te nourrir. Tu fais que ça. Ouais. Et tu es dans le bain. Tu es dans les plus hautes sphères de la mode mondiale. Donc, l'information que les acheteurs ont chez Simons, c'est de l'information, je veux dire, top niveau. Là. Je comprends. Donc, on est très informés. Après ça, nous, on a des besoins. Fait qu'on voit ce qu'il y a sur le marché à travers nos marques. Puis nous, on est capable aussi de développer des programmes de base pour commencer. Fait que tous les assortiments, dans toutes les catégories, on a des assortiments de base. Puis après ça aussi, on a des thèmes mode où ce qu'on va créer des capsules incluant pantalons, t-shirts, chemises, chandails, etc. pour créer des thèmes à chaque saison. C'est du stock. C'est du stock. Et là, ça part des acheteurs, mais on travaille évidemment avec des designers, techniciens. Il y a beaucoup de monde. C'est immense. Combien d'employés, Simons? Là, je vais faire attention. On doit approcher 5000 employés chez Simons. Répartis au travers le Canada. À travers le Canada. On a ouvert 2 nouveaux magasins, 2 monstres à Toronto cet automne, Yorkdale et Toronto Eaton Center. C'est 2 à Toronto? 2 à Toronto. Je pensais que c'était 1, OK, wow. Non, on a ouvert 2 à moins de 1 mois d'intervalle. Mais à combien de distance, un de l'autre? Je te dirais, en voiture, c'est un bon 25 minutes. Mais quand même, il y avait de la place pour ça, là, en masse. Toronto, c'est majeur. Ça brasse. Juste pour faire un exemple, tu sais, Toronto Eaton Center, là, le trafic qu'il y a, c'est au centre-ville. C'est vraiment au centre-ville, là, sur Yonge Street. C'est le centre d'achat. Oui. Ouais. Il y a plus de foot traffic autour de ce seul magasin-là que tout le foot traffic qu'il y a autour de tous nos autres magasins. Okay. C'est un monstre, je vous dis. Là, puis là, on a ouvert au mois de août et septembre et on a un beau problème. Les chiffres sont out of control. Là. Ça va bien. Ça va très, très bien. Puis,
quand est-ce que la section maison apparaît, parce qu'on est quand même un podcast de design d'intérieur, quand est-ce que la section maison apparaît chez Simon? Sans parler de ton rôle à toi spécifiquement, mais vraiment de vendre des produits pour la maison autres que des vêtements, parce que c'est-tu moi ou à l'origine, Simon, c'était pas nécessairement des vêtements? Au tout départ, là. Oui, tu as raison. Au départ, en 1840, quand Peter Simons, le premier Peter Simons, actuellement... Oui, qui n'est pas celui qu'on connaît actuellement. C'est pas celui qu'on connaît, mais le premier qui a ouvert Simons, en 1840, lui, il vendait du dry good. C'est quoi du dry good? C'est plus des tissus, des savons. C'était c'était quand même... On se reporte, là, à l'époque, là, ça se promenait en calèche, là, en avant de chez Simons, dans le Vieux-Québec. Parce que c'est au même endroit, hein, sur la côte de la Fabrique. Sur côte de la Fabrique, c'est l'original. Et ça reste là. C'est important pour les gars de rester là. Il y a quelque chose de mythique avec cet emplacement-là. Évidemment, on a agrandi. On a pris plusieurs locales autour, dont le Burks qui a ouvert il y a très longtemps aussi, c'est la famille Burks. Ah, il y avait un Burks là. Il y avait un Burks à côté. Il y avait un Old Renfrew qui est de l'autre côté. Old Renfrew a ouvert aussi dans ce coin-là. Dans ce coin-là, le premier magasin dans ce temps-là. Mais aussi. c'était quand même il y a quand même un lien avec ce que vous faites aujourd'hui, dans le sens que c'était pas des épices, là, c'était du tissu, du savon. Il y avait un lien pour la maison, puis pour la mode. Oui, la mode, les tissus, c'était très haut de gamme. Puis je dois dire, à l'époque, M. Simons partait, il faisait plusieurs voyages par année. Traversait l'océan en bateau. Là, pour aller faire chercher, comme vous faites là. Faire ses achats. Là. Ouais. Fait que voyager puis aller outre-mer pour aller chercher des produits en Europe, ça fait partie du DNA de Simons. Fait que, mais concrètement, disons, d'avoir des espaces dédiés à la maison chez Simons, c'est arrivé quand dans l'histoire? Si je me trompe pas, la maison qu'on connaît, là, qui sont dans... c'est des départements qui vont très bien là, chez nous. Tous les départements vont bien, mais le département maison en magasin, si je me trompe pas, c'est les années 50. Quand même, fait que ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. Ça a toujours fait partie, pratiquement. Oui, c'est important pour les Simons d'habiller notre clientèle, puis d'habiller aussi la maison. Mais je dois dire que c'est le département maison-magasin, c'est vraiment axé textile. Donc, draps, serviettes, literie, housse de couette, oreiller. Linge pour la cuisine. Oui, petit tapis de bain, petit tapis d'entrée, puis toutes sortes de petits accessoires pour la salle de bain, la cuisine. C'est limité pas mal à ça pour ce qu'on retrouve en boutique. Disons. Oui. Beaucoup de produits pour la cuisine aussi. On a de plus en plus de vaisselle. Absolument. Puis je dois dire qu'il y a une accélération. Autant dans la mode, où dans les années 90, début 2000, la mode était en effervescence, mais jamais comme là, c'est en train de se développer. C'est vraiment... il y a une accélération et ça se fait aussi dans la maison. La maison est vraiment ailleurs que si on regarde il y a 25 ans. Oui. Donc, on le voit là chez Simons. Post-pandémie, probablement. Oui, hein, beaucoup. Oui. La pandémie a créé vraiment une magie pour ça a réveillé beaucoup de passion secrète chez les gens, de décorer chez eux. Oui, d'être bien chez soi. Oui, fait que c'était plate la pandémie, mais il y a des bonnes choses qui pour certaines business, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont ressorties, de la pandémie, dont ça. Oui. Puis quand est-ce qu'est arrivé l'aspect plus, on en parlait tantôt hors podcast, mais du dropship, le fait de pouvoir offrir davantage que ce qui peut se retrouver en magasin. Quand est-ce que c'est venu, ça, dans votre modèle d'affaires? Je te dirais, si je me trompe pas, ça a commencé en 2018 à peu près. OK, fait quand même avant la pandémie, vous aviez déjà ce thinking-là. Oui, le concept d'exclusivité web, de dropship, de marketplace existait depuis plusieurs années. Donc, on a commencé, si je me trompe, en 2018... tranquillement, avec certains moves de certains fournisseurs. Moi, j'étais encore aux achats. J'étais aux achats de 2000 jusqu'à 2021. Achats mode masculine. Mais en 2021, pendant la COVID, M. Simons m'a demandé de prendre un nouveau rôle. C'est là que tu as fait le switch. Oui, j'ai fait le switch. Donc, j'ai repris. On avait déjà essayé de faire du dropship. Ça allait, mais Peter sait que j'ai une tête dure. C'est un département qui n'était pas facile à monter, je dois dire, parce que
si on pense à ce que c'est le dropship, c'est que nous, on n'achète pas l'inventaire. On n'est pas en. Oui, on va l'expliquer parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui comprend c'est quoi. Ouais. C'est que pendant des centaines d'années, le modèle de commerce était pour vendre quelque chose dans mon magasin, je dois l'acheter souvent. À moins que je le fasse moi-même, là, il faut que je l'achète pour le revendre. Tu as un inventaire. Oui. Ouais. Donc, moi, on est en train de briser un petit peu cette relation-là avec le modèle de commerce. C'est que maintenant, nous, on vend les produits de nos fournisseurs sans avoir à les acheter. Donc, convaincre des partenaires d'aller vers ce modèle d'affaires-là, qui est relativement nouveau. Ça fait quand même 15 ans que ça existe, mais il y a beaucoup de gens qui... Wayfair faisait ça bien avant. Là. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais il reste que c'est beaucoup de travail à convaincre des partenaires à rentrer, surtout au début. Parce qu'au début, ils vont dire, OK, dans quel environnement je vais évoluer? Surtout que nous, on est un curated marketplace. Oui. Un open marketplace, tout le monde se garoche. Tu peux te créer un catalogue de 250 000 produits en quelques jours. Comme Wayfair. Là. Ouais. Comme Wayfair. Ouais. Nous autres, il fallait qu'on choisisse, donc, c'est qui tu vends, c'est qui que tu as. Créer un environnement, il faut que tu commences à quelque part, puis c'était ça le défi. Mais je me questionne, tu dis l'inventaire, puis je comprends, puis tu vas être sûr de vendre ta marchandise, fait que c'est là que ça devient compliqué d'avoir un inventaire quand tu n'as pas testé nécessairement le marché. Mais celui qui le fabrique, si tu veux pas avoir des délais de shipping de 10-12 semaines, il faut quand même qu'il en ait, lui, en inventaire. Oui, c'est sûr que nous, on est différent des marketplaces comme Amazon où ils livrent le lendemain. C'est ça. Il y a quand même un certain délai pour ces produits-là spécifiquement. Il y a un certain délai. C'est sûr qu'Amazon met une certaine pression sur le modèle d'affaires, mais nous, on ne veut pas être Amazon. Non, c'est correct Amazon, mais on ne veut pas être Amazon. Non. Nous autres, on veut travailler avec des partenaires où ils vont être confortables avec les délais de livraison. C'est sûr que plus tu prends du temps à livrer, moins tu as de chances de vendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens... c'est tout de suite. C'est tout de suite. Ils veulent ça tout de suite. Mais tu trouves-tu que ça change un peu? J'ai l'impression que dans la dernière année, 2 dernières années, 3 dernières années, il y a comme un switch qui est en train de s'opérer au niveau de la mentalité des gens qui veulent acheter mieux, plus lentement, mais moins souvent. Oui, absolument. Il y a vraiment une prise de conscience que il y a un modèle d'affaires qui n'est pas... Que je parle, là, qui est moins sustainable. Côté environnemental, côté surconsommation, rapidité de consommation. Ben Amazon, là, même quand on regarde Black Friday, c'est un concept qui a été inventé. Nous, on est sortis. Vous embarquez pas là-dedans. Ça fait 4 ans qu'on n'est plus dans Black Friday. On a certaines promotions ciblées. Oui. Je dis pas qu'on n'a pas des bons deals là, pour Black Friday, mais on ne s'annonce plus Vous comme n'avez pas un marketing de fou qui est fait juste à ce moment-là? Non, on parle même pas de Black Friday. Votre chiffre d'affaires se fait pas là. Il y en a que c'est là que ça se passe. Là, non, pas nous autres. C'est une belle période parce qu'il y a un client qui veut acheter, mais ils viennent chez nous, ils regardent s'il y a des deals. On a certaines bonnes promotions, mais on fait pas comme tout le monde où ils vont dire tout à 20 ou à 30 ou à 50%. Nous, on n'est pas là. Non. Nous, chez Simons, honnêtement, le but, c'est de vendre au juste prix tout le temps. Fait que oui, on va avoir des promotions des fois pour liquider des grenades. Et des fois, il y en a qui vont voir des deals chez Simons, ils vont dire « Comment vous faites pour faire de l'argent? » Mais la plupart des unités qu'on achète par style, on les a vendues plein prix. C'est juste qu'à la fin, quand on est à la fin d'une saison, il faut faire de la place pour la nouveauté. Le printemps s'en vient. Il reste juste du small puis de l'extra large dans une chemise. Il reste 9 morceaux. Il faut que ça sorte. Oui. 9,99. On a fait ce qu'il y avait à faire le profit a été fait pendant la saison. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a du monde des fois qui disent comment vous faites pour faire de l'argent. Ça va bien. Est-ce que les marges, puis là, c'est vraiment une question par pure curiosité, là, tu me réponds ou pas, là, mais est-ce que les marges de profit sont autant intéressantes dans le mobilier accessoire qu'ils sont dans les vêtements? Non. C'est sûr que non. Non, parce que c'est sûr que, tantôt, je disais que le modèle marketplace, je n'achète pas l'inventaire. Et de l'inventaire, il y a un certain risque avec l'inventaire. Donc, si je dis à mon partenaire que je veux la même marge que si j'achetais son stock, qu'au bout de 30 jours, je le paye. Puis, donc, lui, souvent, le modèle d'affaires fait qu'il va être obligé de s'acheter il va être obligé de louer des plus grands espaces, il va être obligé d'avoir du staff qui vont aller faire le pick, pack, ship pour chaque commande qu'on fait. Donc, évidemment, on ne fait pas les mêmes marges en dropship qu'en achat. Mais c'est quand même des marges intéressantes, je dois dire. Ça a quand même du sens. Puis, disons, en pourcentage, tout ce qui est maison, tu as une pointe de tarte, ça occupe quoi comme espace chez Simon?
C'est pas la moitié, là, on s'entend, c'est beaucoup plus la mode, là, vous autres. Là. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, c'est infime là, par rapport à tout le reste. C'est infime. Là. Simon, c'est une maison de mode. Ouais. Puis quand je dis une maison de mode, j'inclus la maison textile. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Parce qu'on décore la maison depuis de textile, puis à l'origine, en 1800, je sais pas quoi, ça a parti avec des tissus, puis il y a quelque chose. Là, Exactement. Là, dans le département dropship, on a 4 grandes catégories. On a les grands tapis. Donc, on a des petits tapis en magasin, mais on ne peut pas avoir des très grands tapis. Non. Donc, tout ce qui est en haut de 5 pieds 6, c'est en ligne. Et là, j'ai des tapis turcs, afghans. J'ai des grandes dimensions. Là. Grandes dimensions. Après ça, j'ai des meubles de toutes sortes. Fait que ça, c'est une très grande catégorie parce qu'il y a toutes sortes de meubles. Après ça, j'ai luminaires. J'ai une super belle sélection de luminaires. Pas immense, mais des très beaux luminaires. J'aimerais ça qu'on aille là. C'est quoi... On en a parlé là, avant le podcast. C'est quoi la différence entre les produits que tu vas vendre avec tes exclusivités web et ce que tu vas vendre via Fabrique 1840, disons? Tes exclusivités ne sont pas nécessairement des fabricants canadiens québécois. Pas nécessairement, mais j'en ai plusieurs. OK. Je fais la nuance entre les deux. Fabrique 1840, c'est des artisans canadiens qui offrent vraiment un produit fait à la main, en petite quantité, avec des moyens vraiment limité. Ouais. On ne parle pas de chaîne de production. Exact. Et dans le marketplace, dans les exclusivités web, l'autre département maison, où ce qu'on a tapis, meubles, etc., luminaires, on a certains fournisseurs canadiens. En fait, on a plusieurs fournisseurs canadiens, mais il y en a quelques-uns seulement qui vont produire au Canada. Mais étant donné que leur manière ils vont être plus basés sur une chaîne de production accélérée et qui est moins dans l'artisanat. Donc, c'est la nuance entre les deux départements. Imaginez un endroit où l'on vient chercher de l'inspiration et d'où l'on repart avec bien plus qu'une idée. Most Société, c'est une marque québécoise qui réunit sous un même toit Maison Corbeil, Most, Jardin de Ville et la Galerie du Meuble. Vous y trouverez mobilier, objets design pour l'intérieur et l'extérieur, allant des grandes signatures européennes aux talents de chez nous. Des lieux pensés pour flâner. Parfois, on y prend un café, on ajoute un bouquet de fleurs et on repart avec le vase, la lampe et la table d'appoint qui vont avec. Puis, tu sais, toi, je pense que tu parlais de 2021, tu t'es fait approcher par M. Simons. Il sentait qu'il avait besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, j'imagine, pour développer davantage ce département-là. Comment tu te retrouves? Comment t'aimes ça, de t'occuper de ça versus la mode? C'est quoi? C'est un autre monde complètement? C'est une bonne question. Premièrement, il m'a demandé, comme je disais tantôt, j'ai une tête dure, je suis très résilient. Puis j'aime les projets d'affaires. Les défis. Oui, quand je suis rentré en 2000, après 2 ans, moi, j'avais parlé à mon ancien patron, qui est Hugues Gosselin. Je lui ai dit, écoute, on a un département TWIC. Je fais une petite parenthèse, là, vous allez comprendre. On a un département TWIC chez Simons, mais c'est qui où est-ce que son chum s'habille chez Simons? Parce qu'on a décidé... Parce que TWIC, c'est femme. TWIC, c'est la jeune femme, c'est la jeune adolescente. Ouais. Parce qu'on a besoin que la cliente rentre chez Simons puis qu'elle évolue en grandissant. C'est moins cher, TWIC aussi. Oui, c'est entrée de prix, là, c'est pour les jeunes. Mais on n'avait pas un département pour les jeunes garçons. Son chum, on ne le desservait pas. Jab. Fait que j'ai proposé à mon patron, on devrait partir un département pour les jeunes garçons. Je comprends. Fait que c'est là qu'en 2002, on a créé le département Jab. Fait que ça, Jab, c'était pas un brand indépendant, ça a toujours été à vous. Et moi, je comprenais pas ça là, à l'époque. Oui, c'est que quand on a parti ça, c'était un département streetwear. Ouais. C'est un peu plus spécialisé. Le TWIC, c'est immense. Oui. Le Jab, on a des espaces un peu plus petits. C'est un peu plus raffiné. Street. Ouais. Ben, c'est plus focus. Ouais. Puis le mandat, c'est streetwear. C'était le début du streetwear. Ouais. Et on se demandait, ça va-tu être une mode passagère? Non, ça a duré. Ça dure. Ouais. Ça évolue. La mode streetwear. Ça aujourd'hui, on vend des cravates dans le département streetwear. Absolument. Pour te dire, mais ça évolue. Et donc, on a commencé avec quelques petites collections. Dans le temps, c'était le surfwear. On a vendu beaucoup de surfwear. On était un des premiers comptes des premiers comptes au Canada à rentrer le brand Stussy. Obey, la première saison qui ont lancé la collection en Californie, on était là. On était un des premiers comptes au Canada. En fait, la première saison d'Obey, on était là. C'est vrai. On a rentré Ruka à l'époque. On a surfé le surfwear au début des années 2000. Puis après ça a évolué. Aujourd'hui, le streetwear, c'est la mode. On a un bureau en Corée présentement.
mais depuis quelques années. Et le streetwear est fortement influencé par la Corée. On a des magnifiques collections. C'est vrai? On a plein d'autres marques là, chez Jab, mais la Corée, c'est un super beau... beau trend. Belle inspiration, Oui, là. vraiment. C'est là que ça se passe. Oui. C'est quoi le parallèle que tu fais avec toi qui est maintenant chez Oui, Fabrique? donc moi, j'aimais développer des projets comme ça, puis le département, le marketplace, c'est un département, comme je disais tantôt, qui est quand même pas évident à monter puis à développer. Il faut convaincre des partenaires. Puis j'aime les gens, j'aime les relations. Chez Simons, on aime beaucoup les relations avec nos partenaires. Donc, Peter voyait en moi du potentiel pour pousser ce programme-là. On y croit vraiment. Par rapport à mes ambitions, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup, beaucoup la mode, mais moi, j'aime les belles choses dans la vie. J'aime en général, l'esthétique, ouais. en général. Ouais. Puis je dois dire, ma mère est designer d'intérieur de profession, donc j'ai évolué dans un... Ma mère elle avait... À mon sens, Elle avait du goût. Elle avait beaucoup de goût. Fait que Ouais. j'ai évolué dans un environnement de décor, de décoration intérieure toute ma jeunesse. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup l'architecture. J'aime beaucoup la décoration aussi. Avant même que tu aies ce chapeau-là, Ah, oui. ta maison, les Ah, œuvres oui. d'art ou comme des mobiliers en particulier. Absolument. Comme ma maison, quand je l'ai achetée à l'époque, c'est une maison, c'est une petite histoire. C'est une maison qui était vraiment très ordinaire. Mais moi, je voulais vivre sur le bord de l'eau. C'était sur la rive sud de Québec, à Saint-Nicolas. Et quand je suis allé la visiter, la maison était vraiment ordinaire. Ouais. Mais il y avait voyais le quand même- potentiel. Je voyais le potentiel à cause du terrain. Puis avec les années, on l'a rénové, puis tout ça, puis je l'ai décoré. T'es C'est moi encore qui- là aujourd'hui? Je suis là, ça fait 23 ans que je suis là. Tout se traverse. Ouais. Oui, puis c'est moi qui m'occupe de la décoration chez nous depuis toujours. Ouais. Donc, j'adore la décoration. Pour moi, il y a un lien très, très, très... il y a un lien direct entre la mode et la décoration. Ben, ça faisait partie de mes questions. Tu sais, c'est pas ça sort pas de nulle part, là, le fait que Simons, vêtements, mais aussi accessoires, textiles pour la maison. Il y a quelque chose qui est intrinsèquement relié. Est-ce que tu le vois? Parce que là, j'imagine que tu cours Milan, mais pour différentes raisons maintenant, ou différents shows. Tu vas peut-être plus t'inspirer au niveau de ce qui se fait en design d'intérieur, design industriel. Est-ce que tu vois un lien entre les deux, entre la mode puis entre ce qui se fait en termes de mobilier, tu sais? Absolument. Oui. Il y a un lien direct. Tu sais, dans la mode, il y a des courants très minimalistes. Ben, on le vit depuis plusieurs Pour années. le mobilier là, aussi. Pour le mobilier, le look moderne. On court après le moderne depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on rêve du moderne. Là, finalement, on le voit même dans les développements en immobilier. oui. On Oui, voit oui. le moderne Oui. finalement arriver. Mais c'est comme la mode, c'est comme un balancier. Quand tout le monde est rendu Ça d'un part de l'autre côté, bord. ben là, on retourne de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que là, on voit dans la mode comme dans le design, on voit le maximalisme Là, ça ressort, là, la couleur. Oui, la couleur. On a été longtemps dans My Beige Life. Dans le beige, Le là. crème, le Oui, beige, tout on ça. était un peu tannés. Là, c'est les couleurs, Oui. là, les couleurs OK. bright, tout ça. C'est souvent les Les opposés qui Comment tu navigues là-dedans? Tu sais que tu peux pas tout changer ton site web, ton inventaire, tes partenaires. Tu peux pas te réinventer comme ça, là. C'est une très bonne question, Gros défi. honnêtement. Je pense que quand tu fais de la décoration, il faut que tu sois capable de... Puis c'est comme en mode. Je pense que c'est bon d'être victime un peu, mais pas trop. Parce que quand tu es fashion victime, ça coûte... Cher. Évidemment, ça coûte cher. Est-ce que c'est sustainable aussi pour la planète? De changer de look à chaque saison. C'est pas sustainable. Fait que je pense qu'il faut faire des choix, dire soit que je rentre dans une mode, puis je l'assume, puis je vais la vivre pendant plusieurs années. Il y a des modes qui vivent Moins mieux bien. que d'autres, Ouais. puis il y en a qui vivent Ouais. moins bien que d'autres. Effectivement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la décoration, personnellement, c'est de mélanger. Les J'aime mélanger les styles. J'aime le style éclectique. Ouais. Donc, honnêtement, tu n'es jamais out of Non, fashion. parce que finalement, d'une époque à l'autre ou d'une mode à l'autre, tu peux toujours trouver ta place. Exactement. Puis c'est pas, dans le fond, c'est pas tant être à la mode, mais c'est faire sa mode. Puis c'est de même dans
dans l'habillement, puis je trouve que c'est comme ça aussi dans la décoration. C'est de faire ton propre style. Tu peux faire tout ce que les autres font, mais tu peux t'influencer aussi des courants mode, mais de venir mettre ta touche personnelle dans ton look, qu'il soit vestimentaire ou à maison. Ça rend tout ça plus unique. Exact. Puis est-ce que c'est toi, personnellement, qui fais la sélection de mobilier? T'es pas à ce niveau-là, là? Oui. En fait, je vais dire, c'est un travail d'équipe. Autant dans les achats que dans mon département, je travaille avec des curateurs. On appelle ça des curateurs parce que je parle avec des acheteurs. On n'achète plus. Non. On choisit, curateur. Puis on met en marché des produits. C'est un vieux produits. mot, on dirait. Oui, ça fait musée un peu. Ouais. Donc, j'ai des curateurs dans mon équipe, dans Fabrique 1840 et dans la maison. C'est pas les mêmes. Les filles que je connais qui travaillent pour Fabrique, c'est pas celles qui vont choisir nécessairement le mobilier qu'on voit en exclusivité web. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. Puis, encore une fois, c'est d'être spécialisé. Ouais. Donc, les curatrices dans Fabrique sont spécialisées artisans. Fait main, fait local. Fait main, tout ça. Je dois dire, tous les membres, tous mes curateurs, curatrices, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de goût. C'est des gens qui ont beaucoup de passion. Puis moi, je travaille avec eux autres. Fait que c'est un travail d'équipe où on recherche des marques ensemble et on fait des sélections. Souvent, moi, j'aime laisser beaucoup de liberté à mes curateurs. Ils font des sélections, puis après ça, on se les présente. Vous regardez ça tout le monde ensemble. C'est ça. Puis là, avec mon expérience, je suis capable de venir ajuster. Mais j'ai des très bons curateurs. Fait que... Tu t'ennuies-tu de la mode? Je ne m'ennuie. Je m'ennuie à un certain niveau, oui. C'est moins intense, c'est moins... parce que j'ai écouté une entrevue que tu as faite, puis tu disais que tu courais les fashion shows pendant des années, évidemment. Oui. Puis que, je sais pas, Mané, t'avais... je sais plus qui, là, il avait fait le DJ, puis que c'était incroyable, t'en avais même pleuré, là. C'était quoi cette histoire-là? En tout cas, mais tu dois moins vivre ça dans le... Hein? Oui. Pour la maison, c'est pas le même niveau, c'est pas le même rythme pour la bonne raison, c'est que la mode, c'est un rythme saisonnier. Donc... Ça bouge vite. Ça bouge vite, c'est un rythme d'enfer. Honnêtement, la mode, là, c'est... C'est saisonnier parce qu'on est au Québec ou c'est saisonnier partout? C'est saisonnier parce que c'est une business. Oui. Tu comprends? Tantôt, je parlais du pendule, où ce que quand tout le monde est dans un trend, on a le goût d'aller l'autre bord. Là, les créateurs vont créer des choses complètement différentes pour amener le client à consommer. C'est un peu ça, là. C'est une business. C'est pour faire de l'argent, C'est pour faire de l'argent. Et nous, on est dans un environnement 4 saisons, fait qu'évidemment, il y a des besoins climatiques qui font qu'on a besoin de changer notre garde-robe. Donc régulièrement. Cette saisonnalité-là, on le ressent pas pour la maison. Moins. En général, tu sais, en grande partie, nos assortiments vont faire plusieurs saisons, même plusieurs années. Il y a certains produits qui sont saisonniers, comme le outdoor. Là, on a des produits de jardin puis d'extérieur l'été, mais c'est la seule. Puis on a des produits de Noël, comme on a une grosse destination sinon... Noël. Mais sans ça, nos produits ont une longue durée de vie. Fait que le travail qui est fait pour onboarder des nouveaux produits... Il est fait pour plus longtemps. Il est là pour un bon bout. Oui, c'est quoi, tu sais, comme, je sais pas si tu es capable de me dire ça facilement, mais en moyenne, quand tu mets un nouveau produit sur ta plateforme, on peut penser qu'il va être là combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend, premièrement, si le client répond. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas seulement ça, parce que des fois, on va avoir des produits chez Simons, puis c'est comme ça dans la mode aussi. On a des produits chez Simons qui sont de base, qui ont une utilité où ce qu'on va vendre beaucoup d'unités. Mais on a des produits aussi découvertes chez Simons. Et des fois, on va mettre en marché, que ce soit dans mon département, dans la maison ou dans la mode, on va offrir à notre clientèle des produits qui sont découvertes, qui sont tendances, plus nichées. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une réponse? Peut-être pas. Mais ça fait partie de votre ADN. Ça fait partie de notre ADN. Ouais. Parce que si on le retire trop rapidement, souvent, on est trop en avance. C'est ça que j'allais dire. Je pense que vous êtes avant-gardiste. Patient. On est très avant-gardiste. Puis souvent, dans la mode, on va être tellement avant-gardiste qu'on va mettre de l'avant des produits. Puis la réponse va être
Elle va très, tarder. très lente au début. Ouais. Je vais donner un bon exemple. J'étais dans les pantalons, entre autres. Quand je suis rentré, au début de 2000, les pantalons larges, c'était la norme. On sortait du grunge, Ben oui. du rave. Les silhouettes étaient très larges. Ouais. Et dans les années 2005-2006, on arrive en Suède, puis on se rend compte Slim fit. que c'était skinny fit, c'était Ouais. spray-on fit, là. Puis il y avait un brand qui s'appelait Cheap Monday. Il y avait des line-up dehors. Puis on a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis on est rentré en dedans au bout d'une heure. Puis on a vu, c'était des tables et des tables et des tables De de skinny. skinny jeans. Puis là, on a fait « Wow! » Fait que là, on a sauté là-dedans. On a eu des assortiments de skinny jeans, de skinny pants. Puis ça a été long avant que ça embarque? Des années. Des années. Vous avez eu ça des années à l'avance. On mangeait des quantités de ça, mais on savait que c'était important de les avoir. Tu regardais les défilés, Heidi Slimane, C'était que ça. je veux dire Dior, tout ça, Céline, c'était que des skinny jeans, des skinny pants. C'était important de le garder puis de tenir le stock parce qu'un jour, quand le déclic se fait, Là, avec nos ça y clients, va, là. ils savent que c'est chez Simons Ouais. qui va avoir Ah, mais t'as les raison. produits mode. Ouais, ouais. Puis éventuellement, ça a déboulé, puis le volume est devenu skinny jeans. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Le pendule repart de On l'autre revient bord. au pantalon Là, il faut large. revenir au pantalon large. Je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un qui a eu beaucoup de vos chums, probablement, ont eu beaucoup de misère de revenir du skinny jusqu'au pantalon large. Mon chum, on est encore en processus. Bon, fait que, vous comprenez, c'est Ouais. ça. Puis c'est le même dans tout. Mais Dans est-ce la que, mode, est-ce que dans ça veut dire... Puis là, ça n'a vraiment pas rapport avec notre sujet. Ça veut-tu dire que le skinny va revenir? C'est certain. C'est certain. Tout revient. Ben, je le vois déjà, là, quand je regarde, je le vois déjà, là, dans Ouais. les trucs plus fashion, là, certains Oui. défilés, on le voit déjà, mais c'est vraiment pas revenu dans notre... C'est pas c'est pas, je vous dirais que les formes présentement, on est encore beaucoup dans l'oversize. Ouais. Et c'est pas parce que skinny revient qu'on est off avec l'oversize. C'est encore Mais la plus belle silhouette présentement, selon J'ai moi. l'impression que ça va demeurer plus balancé. Tu sais, que ça va être moins d'un extrême à l'autre. Je sais pas si c'est juste moi. J'ai pas l'impression que ça va être juste skinny, là. Ben Tu sais, oui, tu mais comprends-tu? le straight leg, justement, revient. Là, Oui, comme dans la c'est femme, ça. on voit Moins beaucoup de large, straight mais leg. plus droit. Il y a le flare aussi qu'on a Ouais. vu, là, des incursions de flare. Fait en mode, il faut jamais dire jamais. Moi, je parlerais juste de mode. Il faut parler de design intérieur, mais je trouve ça fascinant. Mais il y a clairement un lien à faire. Quel type de show tu cours célèbre, là, disons, pour la maison? Là, où tu vas? Je dois dire, moi, je pars de loin parce que je faisais tous les grands salons de mode Ouais. mondial. Le départ, nous, on est au début d'un nouveau programme. Donc, il faut y aller par étapes. Ouais. Mon programme se base sur des relations avec des fournisseurs qui ont de l'inventaire au Canada. Ça commence C'est quand comme même ça, votre vision. C'est de rester le plus possible avec des produits canadiens. Ben, je te dirais, dans Fabrique 1840, 100%. c'est la base. Ouais. Pour le dropship, on ne s'empêche pas d'avoir des produits à l'international. Ouais. J'ai des collections du Danemark, entre autres, magnifiques. Tipto français, Paris, que Ouais. je suis content que tu connaisses Tipto. C'est un super brand qu'on tient. Ben, c'est parce que je connais bien Jean-François. Ah, Ben voilà, oui, Jean-François c'est Bussière. ça, OK. ouais. Donc, au départ, étant donné le modèle d'affaires, nous, on a besoin... Le Canada étant un grand pays, Ouais. dans notre modèle d'affaires, le transport C'est compliqué. est un gros... frais. Est un gros frais. Donc, présentement, c'est sûr qu'il y a une facilité de travailler avec des fournisseurs qui ont de l'inventaire au Canada. C'est pas nécessairement des produits canadiens ou des compagnies canadiennes. Inventaire ici. Mais ça prend de l'inventaire ici. On est en train de travailler avec une compagnie japonaise depuis... Ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux pour qu'ils finissent par rentrer leurs produits. Quand ils vont avoir leur entrepôt avec leurs produits ici, là, on va être capable d'offrir Ouais. leurs produits. Tu me suis? Mais 90% des fournisseurs avec lesquels on travaille présentement sont au Canada, mais j'ai plusieurs partenaires aux États-Unis, dont Pablo Design, qui est une magnifique collection de luminaires haut de gamme. OK. Ça part de Californie et on ship aux clients directs au Canada, partout au Canada. Est-ce que tu es capable de rester concurrentiel, puis tu sais, d'offrir des frais de shipping qui sont raisonnables quand même, ou ça a des frais supplémentaires, ces produits-là? Je te dirais, les frais de transport, on absorbe une grosse partie Ouais, c'est ça, hein. dans notre modèle d'affaires. Donc, le client va payer certains frais. Des fois, quand c'est exorbitant, je fais Ouais. payer une petite partie au client pour l'aller. Pour le retour, par exemple, dans la consommation web, il y a une mauvaise habitude chez la clientèle en général de consommer
de pas bien consommer. Parce que D'acheter rapidement? D'acheter rapidement, puis de se fier sur les politiques de retour, de dire, je vais acheter 20 vêtements, Ouais. je vais m'ouvrir une bouteille de vin chez moi, puis je vais les essayer, puis au pire, je retourne toutes. C'est pas sustainable de travailler comme ça. Premièrement, les frais de shipping, c'est les clients qui les payent en bout de ligne. C'est réparti à quelque part dans les vêtements, là, c'est sûr. Oui, parce que ça coûte une fortune. Aller chercher le stock à l'entrepôt, le livrer, puis la manutention. Puis remettre ça, je veux dire, fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on devienne, avec le web qui prend de plus en plus de place dans notre les meilleurs mode acheteurs. de vie, il faut devenir des acheteurs conscients. Comment on consomme? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper quand on essaye des produits. On a une politique, nous, on reprend tout. Mais là, on parle de vêtements, mais tu sais, dans le mobilier, tu as tes dimensions, tu as ta hauteur, tu as ta profondeur. C'est dur de te tromper, là. Ben, imagine-toi que quand j'ai commencé, moi, je faisais pas de frais de retour. Puis là, le monde pouvait commander 4 tapis du même tapis. Pour choisir celui qui... Pour choisir finalement qui ferait le mieux. Là, on peut plus. Là. Fait que là, maintenant, j'ai malheureusement, là, mais heureusement, il faut que je charge des frais de retour. Fait que c'est un ticket modérateur. Mais encore Mesure ton tapis. Encore là, tu vas peut-être perdre des ventes, mais tu vas... Ça me dérange pas. Non, c'est ça. Ça me dérange pas. Parce que chez Simons, honnêtement, tantôt, je disais... On n'est pas là pour vendre à tout prix. Non, Simons, c'est pas une compagnie qui est là pour juste faire de l'argent. C'est pour être un bon acteur dans le monde de la consommation. Ouais. Fait que apporter nos clients à mieux acheter, à être conscient. Ça fait aussi partie de votre mission. Ça fait partie de notre mission. Regarde dans la mode, je retourne dans la mode rapidement, mais nos private labels, toutes nos marques privées, là, 85% de tout ce qu'on produit fait partie de notre programme Vision, qui est sustainable. Oui, c'est ça, c'est des matériaux qui sont... Ça prend au moins 50% des matériaux qui sont soit organiques ou recyclés. C'est ça. Donc, on fait partie du monde de la consommation. Simons, mais on fait partie d'un des besoins primaires, c'est de s'habiller. Ouais. Mais en tant qu'entreprise, nous, on doit penser à notre pérennité, mais être responsable. Fait que pour nous, un de nos rôles, c'est d'amener le client à répondre à ses besoins, mais qu'il se sente bien. De façon intelligente. Oui. Ouais. Peut-être pour revenir à Fabrique, pour terminer, tu sais, la réalité des artisans en 2025 est que c'est tough, vivre de ce que tu fabriques de tes mains là, quand t'es pas une chaîne en série, puis que c'est difficile. Moi, je pense que la majorité des artisans québécois, je sais pas dans le reste du Canada, mais ne peuvent pas seulement vivre de leur artisanat. Je pense que tu es conscient de ça, toi aussi. Oui. Vous offrez une belle plateforme, une belle tribune à ces gens-là pour se faire connaître puis pour vendre, mais est-ce que c'est rentable, Fabrique 1840, ou c'est une mission sociale? C'est carrément une mission sociale. Je suis content que tu le nommes, parce que oui, on prend une marge, une certaine marge sur les ventes. Mais tu payes le shipping. Mais on paye le shipping. Ouais. Puis, ceux qui travaillent dans le monde du web savent que ça coûte très cher, un site web. Ouais. Un site web coûte cher. Un site web comme chez Simons, extrêmement qui gagne des prix année après année en termes de meilleure expérience de magasinage au Canada, loin devant des Apple de ce monde puis tout ça. On est vraiment dans les top sites au Canada. Ah non, ça marche votre site, là. C'est un site puissant. Donc, juste au service à la clientèle, on a 100 personnes qui travaillent à temps plein. Juste au service à la clientèle. Juste pour répondre à ceux qui ont... Pour le client web puis magasin, mais c'est surtout le web. Comprends-tu? On a notre studio photo, c'est des millions de dollars que ça coûte par année pour prendre. Parce que quand on parle de marketplace, tu as deux types. On parlait de open marketplace, curated marketplace. Oui. Les open marketplace, comment ça fonctionne? C'est moi, je veux vendre du stock sur Amazon, ils vont le prendre tant qu'ils font leur marge. Fait que moi, je load mes photos, même si j'ai pris avec mon Kodak, avec même si c'est pas beau, là. Même si c'est pas beau, eux autres, ils mettent ça sur leur site web. Les open marketplace, c'est un mélange de toutes sortes de looks de photos. C'est une poutine, là. Vous regarderez chez Simons, l'expérience... Non, tout est pareil. Seamless. Oui. Tout est pareil, tout est calculé, tout est parfait. Mais ça coûte cher. Et le processus est très manuel. Open Marketplace, tu loads les toi-même, tu es fichiers. sûrement un administrateur, puis tu peux tout gérer. Absolument. C'est toi qui gères tes prix, c'est toi qui gères tes promotions, c'est toi qui enlèves, qui remets des produits. Nous, c'est tout fait manuellement. Par votre équipe. Par des équipes. Par souci de garder le contrôle sur votre image. Exactement, puis d'offrir une expérience impeccable à notre clientèle. Fait que tout ça a un certain prix. Donc,
le client, l'artisan fabrique 1840 a sa marge. Nous, la marge qu'on prend, c'est juste pour payer les frais. Honnêtement, C'est réinvesti, là, au final. Là. Nous, on fait... Ben, c'est ça. Ouais. C'est juste, on arrive break-even. Pour être franc, là, on fait pas de profit avec Fabrique 1840. Mais avec C'est exclusivité web, c'est d'autres choses. Ça, c'est d'autres choses. C'est ça. Oui, c'est Je sûr. comprends. OK. Ouais. Super. Ben, je finirais peut-être en te posant quelques questions en rafale à réponse courte, disons. OK, On veut good. une réponse spontanée. Good. Puis vraiment sur Pascal Cloutier. Donc, si je te dis vêtements ou mobilier, Maintenant, mobilier. oui? Parce que j'ai encore une grande passion Mais t'as pour encore la un mode. souci- ça t'as va encore un toujours être souci là. de- Ben oui, oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est pas parce que je suis plus dans les achats mode que je suis plus un tripeux de mode. Oui, exact. Je regarde encore beaucoup de mode. Mais c'est je rendu une consomme la passion mode. plus personnelle. là, tu sais. Mais présentement, moi, je m'éclate dans mon nouveau mandat, honnêtement. T'as du fun, Je là. m'éclate, vraiment. Super. Fait que présentement, moi, c'est plus meubles C'est plus meubles. puis déco. Ta plus grande folie design, puis ça peut être vêtements ou mobilier ou accessoires. C'est quoi ta plus grande dépense? Ta dépense folle que ta blonde a comme fait, voyons Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si ça peut compter, mais je considère que oui, moi j'aime l'architecture. Oui. Puis quand j'ai acheté ma maison, sur le bord de l'eau. J'ai ouvert toute la maison au complet, puis j'ai fait un mur rideau en fenêtre. Fait que pour moi, la lumière, puis En la façade fenestration. vers le fleuve, j'ai en mis fait? 40 pieds de fenêtre sur le fleuve. Ça, c'est une grosse dépense. Pour moi, ça fait partie du design. Oui. Parce que pour moi, l'architecture, la manière que tu vas créer ton espace La lumière de vie, qui rentre. la lumière qui rentre, puis la visibilité sur le spectacle que j'ai en face de moi, Ouais, la nature. ça fait partie des moves fous que j'ai faits, mais que je regrette pas. Non, parce que ça coûte cher aucunement. des fenêtres, mais au final, t'as une qualité de vie qui va avec ça, je suis Exact. certaine. Exact. Ta pièce préférée chez toi, ça serait quoi? C'est cette pièce-là, la C'est pièce. une aire où- ouverte, ça? C'est air ouverte, c'est vraiment tout mon salon, j'ai un lounge, salle à manger, cuisine, c'est tout ouvert. Puis partout où tu es dans ces 4 pièces principales-là, tu T'as la vue. as la vue sur l'eau. De quel style tu qualifierais ta maison? Je pense que tu l'as nommé tantôt. C'est éclectique. Éclectique. Il y a de tout. Là. J'ai des meubles italiens, j'ai des tapis marocains accrochés sur les murs, j'ai des lampes heureux italiennes. mélange. Oui, rétro. Qui te rend bien chez toi. là. Oui. Ton matériau de prédilection, t'en as-tu un? Oui. Moi, je suis le bois. J'aime le bois. Fait que tout ce qui est brut, là. Oui. J'aime le bois, j'aime la chaleur du bois, j'aime tout ce que tu peux faire avec le bois, j'aime l'odeur du bois, c'est mon matériel. Rénover ou construire? Construire. Oui, parce que rénover, Ouais. c'est compliqué, hein? Je trouve que rénover, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher, puis il faut que tu fasses des concessions. Oui. Quand tu construis, Chez t'as pas moi, besoin. j'ai fait un miracle avec ce que j'avais, mais je considère que ce serait encore plus hot si j'avais construit de A à Z. T'as-tu un projet futur de te construire? C'est dans mes rêves. C'est dans tes rêves. C'est dans mes rêves de refaire un projet, c'est sûr. En fait, pour être franc, j'ai une grande passion pour ce que je fais, la mode, la déco, mais j'aurais aimé aussi être dans le domaine de L'architecture. l'architecture. Puis, oui. Mais souvent, on dirait que quand on est là-dedans, C'est du on beau. aime tout C'est ça. du C'est le beau. beau, Ouais. c'est ça. La ville au monde qui t'inspire le plus, puis j'imagine que tu en as visité un tas, là, Ouais. à 40 voyages par année, fait que c'est où? Pour le travail, Pour toi, dans la Tokyo. vie, c'est Tokyo. Oh oui. OK, ça ressort ça souvent, hein? Les gens qui trippent sur ce qui est beau, là. Oui, Tokyo. C'est ce qui est beau, puis c'est aussi ce que les Japonais font du beau. Ouais. Et comment tu arrives au beau. C'est comme quelque chose de naturel. C'est pas juste la finalité pour les Japonais, c'est le processus. OK. Il y a beaucoup de... traditionnellement, ils aiment le craftsmanship. C'est pas juste la OK. finalité, c'est le passage vers le produit. Oui, c'est une expérience. Oui, il y a une attention, il y a une méthodologie, il y a un respect du produit. Tu parlais de la Corée tantôt. La Corée, c'est fascinant aussi. C'est Fait que l'Asie, il est long l'affaire. Oui, oui. Corée, Japon, c'est dans mes... Séoul, Tokyo, c'est dans mes C'est dans tes destinations. OK. Puis je pourrais parler, là, je veux dire, Paris, pour moi, c'est C'est la plus aussi- belle ville au monde Oui, en termes oui, de beauté. Ouais. J'ai plein de T'es coups de inspiré par plein de Ouais, villes. Comment ouais. tu trouves le Québec?
J'adore le Québec. T'adores le Québec? J'adore le Québec, oui. Tu voyages beaucoup, mais je veux dire, ta maison, c'est ici. Oui, oui. C'est sûr que je suis très fier d'être Québécois, très fier d'être Canadien. Mais oui, j'adore le Québec. Tu trouves-tu qu'on est on est à l'avant-garde? Disons qu'on se compare au reste du Canada, là, au Québec. On est-tu pas pire? Oui. Oui, on est sans rien enlever aux anglophones. Puis on le sait, on entend souvent parler, le Québec est un petit peu plus européen. Fait qu'il y a un petit peu plus de plus d'influence européenne que le reste du Canada. Un petit peu plus de raffinement. Oui. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de raffinement dans le Canada anglais. OK? Non. Mais en général, oui. OK. Au Québec, je pense il y a un petit peu plus de raffinement. Tu connais, avec ton travail, veux pas, tu connais beaucoup d'artisans. Disons que je te demande de me nommer ton artisan chouchou québécois là, des dernières années ou une nouvelle découverte. Es-tu capable de m'en nommer un? Bien, c'est drôle parce que tantôt, je disais que j'aimais beaucoup le bois, mais un de mes artisans préférés, c'est une marque qui s'appelle MDT. Je connais pas. Ils sont de Montréal. Ils travaillent le métal, eux autres. OK. Donc, c'est des petites tables. Ils vont faire des tablettes, des bibliothèques. C'est très industriel, c'est très linéaire, très brut. Mais ce que j'aime, c'est qu'il amène un côté très ludique avec des couleurs très bright. OK, ça flash. Oui, fait que entre autres, ton cardigan, il est comme rouge-orangé. Là. Ouais. Ils vont faire... Ils ont ce genre de... Ils ont cette couleur-là pour... leur tablette. Oui. Est-ce que c'est en vente sur Fabrique? Absolument. Tu sais que ça vient de chez Simon, ça? Oui. Tu savais ça, hein? Qu'est-ce qui te reste à vivre professionnellement pour avoir le sentiment d'avoir fait le tour? Parce que je te dis pas que tu es sur le bord de prendre ta retraite, mais reste que tu me dis que ça fait 30 ans que tu travailles chez Simon, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas prendre ta retraite, là. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? C'est une bonne question. Honnêtement, présentement, je suis sur un projet. Ça fait seulement 4 ans que je suis dans l'ameublement puis la décoration. Il me reste encore plusieurs années. Un de mon objectif, c'est de développer ce département-là pour être la destination au Canada en termes de décoration et d'ameublement. Puis là, on parle d'exclusivité web, Fabrique 40 inclut tout ça ensemble. Exclusivité web, Fabrique 1840, parce que dans Fabrique 1840, j'ai un département décoration aussi. Là. Oui. Je vends des meubles. MDT fait partie des artisans de Fabrique 1840. C'est du mobilier, c'est pas juste des accessoires, c'est vraiment des meubles. J'ai de tout. J'ai des accessoires de cuisine, de décoration, mais j'ai des meubles. Je vends des tables, je vends des luminaires dans Fabrique. Donc, je pense vraiment qu'on est dans le début de ce que ça pourrait être. De ce que ça va être. Moi, je veux vraiment développer ce département-là pour qu'on soit une des plus belles destinations de déco et d'ameublement au pays. C'est vraiment mon ambition, puis ça va se faire. Je pense que c'est possible, oui. On a une très grande base de clients chez Simons. Absolument. Puis si je peux, moi, à tous les matins, je me dis, il faut que j'aille chercher, il faut que je rentre dans la tête de mes clients chez Simons, qui croient dans Simons, qui croient dans le projet, dans notre manière de faire la curation des produits dans la mode. Le département a tout à gagner quand nos clients vont découvrir ce qu'on a en ligne. Mais ça va prendre du temps. Parce que le client Simons, en général, il se lève le matin puis il ne pense pas à s'acheter un luminaire ou un grand tapis. Mais parce que tu as une grande base de clients, mais on s'entend que c'est pas celui qui s'achète du Twig ne va pas nécessairement pouvoir aller s'acheter du Fabrique 1840. Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que en termes de budget, oui, la cliente Twig, en passant, il y a du Twig vraiment bon marché, mais on a des collections dans le Twig plus cher aussi. Okay. Parce qu'on a les deux types de clients. On a le client qui est vraiment fast fashion, mais la jeune fille, le jeune garçon, est de plus en plus conscient des choix qu'il doit faire. Fait que je te dirais que les deux vont très bien. Tu peux porter du fast fashion, dire je vais payer 60$ pour une paire de jeans silver que je vais porter juste 1 an, mais on a aussi des belles pièces dans le Twig, dans tous nos départements où je vais dire je vais payer un peu plus cher sur une pièce classique que je vais garder plusieurs années. Acheter moins, mais mieux. Oui, fait qu'on prône le mix de produits, dire je vais payer peut-être un peu moins cher, ou en tout cas, on va offrir de la mode moins chère. On a des collections aussi là, dans le plus haut de gamme, mais on démocratise la mode avec des produits un peu moins chers, mais on a aussi des beaux produits de base dans tous les départements, plus haut de gamme,
meilleure qualité, qui vont passer à travers le temps. Donc, la jeune TWIC, oui, elle peut acheter des produits de toutes sortes de niveaux de prix dans le TWIC, mais ça ne veut pas dire qu'elle a juste de l'argent pour acheter une tasse, posons, à 15 $ dans notre département maison. Ça se peut qu'elle se dise, consciemment, j'aime mieux avoir une belle tasse que je vais payer 50 $ dans la fabrique, mais qu'à chaque fois que je vais boire mon matcha dedans, je vais avoir des émotions. Exact. Ça fait quand même partie de ton défi pour les prochaines années d'inculquer ça aux gens, de transmettre ce message-là. Absolument. J'ai une dernière question. Tu sais, on est vraiment dans une ère où est-ce que la technologie prend beaucoup de place, l'intelligence artificielle, c'est sur toutes les lèvres. Là. Il va se passer quelque chose bientôt avec ça qu'on voit peut-être même pas venir. Oui. On a accès à du mobilier fabriqué partout dans le monde à faible coût, des copies. C'est quoi la place de nos artisans canadiens dans nos vies en 2025? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Tu parles de ton défi pour les prochaines années, mais est-ce que c'est réaliste qu'on s'en aille vers une consommation qui est plus durable, mieux réfléchie? Oui, absolument. Oui. Je pense que l'intelligence artificielle, faut pas avoir peur, parce que je pense qu'on est assez intelligent pour bien la diriger puis bien s'en servir. Évidemment, le design va de plus en plus influencer, va venir collaborer avec nos créateurs. À un moment donné, nos produits vont être créés de manière hybride. Designés. Puis même, éventuellement, 100% créés par la machine. Mais justement, par rapport à Fabrique 1840, je pense que des projets comme ça, puis ça, c'est une manière de penser. Je pense que Fabrique 1840 est un peu... représente un peu ce que l'humain va devoir faire à moyen long terme avec la venue de l'intelligence artificielle, c'est de créer un espace authentique pour garder nos racines. Impénétrable. Puis Fabrique 1840, c'est du fait main. Ça ne pourra pas être remplacé. Là. Non. Ouais. Et je pense que ça va toujours rester là. Et je pense même que ça va prendre un autre niveau éventuellement pour venir, pas s'opposer, il ne faut pas s'opposer à l'intelligence artificielle, mais créer notre bulle d'authenticité. Pour garder les pieds sur terre. Ça on ne touche pas à ça. Ouais. C'est humain et c'est vrai. 100%. Puis je pense que ça va être comme ça dans tout. À un moment donné, on va être capable, sur nos réseaux sociaux, de dire « Je mets un filtre qui bloque tout ce qui a été créé par l'intelligence artificielle. » Mais je pense que ça se fait déjà. Ben, je crois, j'ai lu quelque chose, je ne sais pas si c'est sur Meta, mais en tout cas, tu vas avoir l'option de ne pas voir de contenu qui n'est pas du vrai contenu. Parce que moi, je ne veux pas juste être averti que c'est de l'intelligence artificielle. Tu ne veux pas le voir. Je veux être capable de dire « Regarde, je veux faire une expérience humaine, puis je ne veux pas d'intelligence artificielle. Je veux pas de l'esthétique qui a été générée par la machine. Qui n'est pas vrai, Je ne suis pas contre. Non, je comprends. J'y crois. Oui. Nous, chez Simons, on va rentrer dans nos processus, on va intégrer l'intelligence artificielle. Je pense qu'on doit tout le faire. On n'a pas le choix. Ceux qui ne le feront pas seront plus compétitifs. Mais c'est de le faire avec une conscience, puis protéger l'authenticité humaine dans nos processus. Absolument. Ça finit bien, je trouve. Oui. Hein? Oui. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Merci. Oui.